Alors, les objectifs de cette table ronde qui s'intitule « Sortir du système tout voiture ». Alors, on l'a entendu ce matin, et vous en êtes tous convaincus, il faut changer drastiquement nos manières de nous déplacer. On a vu ce matin l'ampleur des changements à opérer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter simplement de changer nos flottes de voitures thermiques en voitures électriques. On ne peut pas se contenter à l'échelle individuelle d'aller chercher le pain le dimanche matin en vélo. On voit bien que ça va bien au-delà de ça. On l'a vu ce matin notamment avec les graphiques de Stéphane Barbus. On a dit ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et ça fera encore plus peur si on ne fait rien. Donc, la première chose pour avancer, c'est de savoir ce qu'on peut faire. Et donc, c'est vraiment tout l'objet de cette première table ronde, c'est de savoir ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise et en tant que collectivité. Et puis, on va avoir aussi, avec mes 4 intervenants, une idée de ce qui se fait à l'échelle régionale. Et donc, vous pourrez vous en inspirer et vous pourrez évidemment aller voir mes 4 intervenants pour participer à ces différents projets. On va commencer avec vous, Monsieur Fournier. Donc, la région, on l'a dit également ce matin, est chef de file des mobilités. Donc, vous êtes en charge du TER, de l'intermodalité. La région est également compétente en matière de mobilité pour à peu près 80% des collectivités rurales sur la région. Et donc, pour proposer proposer un autre système de mobilité, évidemment, il faut proposer un bouquet d'offres. On sait bien qu'il ne va pas y avoir de mode miracle, ni véhicule électrique, ni transport en commun, ni vélo tout seul. Il faut bien proposer un bouquet d'offres. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter les offres que développe ou que soutient la région en matière de mobilité durable? Bonjour à toutes et tous. Alors, au-delà... je vous avais dit de m'arrêter si je suis trop bavard. Il y a plusieurs choses. Il faut qu'on réfléchisse, nous on réfléchit sur les territoires où on a la compétence et avec les autres territoires aux services, et je vais vous en parler. Quels services aujourd'hui on va développer et on développe sur les territoires. Il faut qu'on réfléchisse aussi à l'évolution des infrastructures. Quelles infrastructures il faut pour développer notamment, ça peut être des voitures autonomes, enfin de la mobilité autonome, ça peut être de la mobilité ferroviaire, etc. Donc quel niveau d'infrastructure il faut. Et puis, chaque territoire, avec nous, doit définir quel mix énergétique il peut nous proposer pour qu'on fasse évoluer nos flottes de transport en commun. Et à partir de là, notre stratégie, c'est de proposer un bouquet d'offres, et je vais vous en parler, mais aussi d'évaluer. Des fois d'essayer, évaluer. Et le mot d'ordre, c'est avoir du courage. Si ça ne fonctionne pas, on arrête, ou on fait autre chose. Et ça, je crois que éternellement, souvent, les acteurs publics et les élus, dont je fais partie, ont tout sauf du courage. Je le dis parce que une fois qu'on a développé un service, pour nous c'est éternel, il y a un marché, une délégation de service public, et au bout de 3, 4, 5 ans, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, etc. Donc on a une stratégie qui est parfois un peu différente. Des fois, je vais vous en parler, on a tout un panel de services aujourd'hui qu'on développe, et des fois... il y a eu pour être gentil, des résultats mitigés, et je suis politiquement correct, et on arrête parce que quand même, ça ne correspond pas à l'usage, même si des personnes nous disent il n'y a qu'à Faucon, et sauf qu'il n'y a qu'à Faucon, c'est pas sûr qu'on arrive à des résultats. Alors, par rapport au service, pour entrer dans le bouquet d'offres. Au niveau des bouquets d'offres des mobilités, ce qu'on appelle infraterritoriales, à l'intérieur d'une communauté de communes ou d'un territoire. Régulièrement, on ne parle que de aller au travail, aller à la fin de penser que j'ai une question à vous poser et vous y réfléchirez au bout de... Vous viendrez me voir dans quelques temps pour... Ce bouquet d'offres correspond à une nouvelle définition, c'est-à-dire sur un territoire donné, des personnes qui se déplacent peu ou pas,
Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut leur proposer comme service pour qu'ils puissent demain se déplacer? Alors, par rapport à ce bouquet d'offres qu'on propose et qu'on est en train de commencer à déployer sur 6 communautés de communes en expérimentation d'ici la fin d'année, il n'y a pas d'ordre de priorité. Je vous dis, il y a du transport à la demande à l'usage. Alors c'est quoi? Habituellement, transport à la demande, globalement, c'est du taxi. Les gens l'utilisent comme du taxi pour aller chercher une gare, pour aller voir un train. Le transport à la demande, c'est ce qu'on appelle de rabattement sur une structure. Nous, on réfléchit un peu différemment. On va voir les intercommunalités, les territoires, pour leur dire, donnez-nous des usages collectifs qui pourraient être dont vos habitants, les habitants de vos communes, pourraient être intéressés pour aller sur un marché. Des fois, il y a un marché, ce qu'on appelle les navettes marchés, qui existent déjà parfois, mais qu'on veut un peu systématiser. Ça peut être, c'est-à-dire on prend... Alors, on ne ramasse pas, nous, on transporte. Le ramassage, c'était un autre monde. On va prendre des personnes dans différentes communes, on les amène sur le marché et à la fin du marché, on les ramène. Ça permet aussi de créer du lien parce que du transport collectif, ça permet de créer du lien. Et une fois qu'on s'est vu 1, 2, 3, 4, 5 fois, on discute, on échange. Ça peut être une maison de santé pluridisciplinaire. Vous savez, on regroupe les professionnels de santé maintenant. Et il y a de moins en moins de visites à domicile. Donc, à un moment donné, il faut prévoir, permettre à des personnes, notamment les personnes âgées, d'avoir des rendez-vous et d'avoir un transport à la demande, un transport. Ça peut être une maison France Service, ça peut être un supermarché, ça peut être, etc. Ça peut être une saison culturelle le soir. Vous savez, les saisons culturelles rurales, on se retrouve toujours les mêmes. Hein. Aller à une représentation, un théâtre, c'est toujours les mêmes. Et il y a des gens qui ne sortent pas le soir parce qu'ils ne conduisent plus, ils n'osent pas, etc. Donc, on dit au territoire, proposez-nous des usages collectifs pour développer le transport à la demande. Deuxième élément de ce bouquet de services, vous l'avez vu, alors c'est ce qu'aujourd'hui, c'est les voitures en autopartage. C'est des voitures électriques. On vient de les inaugurer à Courtenay, 3 CBO dans le Loiret, et puis à Argenton, à la communauté de communes. Voitures en autopartage, 2 sites ou un plot avec 2 voitures ou 2 sites avec une voiture électrique. La personne, elle réserve sur une application Clem. Alors, c'est Rémi Autopartage. En plus, vous avez la chance de rouler en voiture Rémi. Donc ça, c'est quand même, pour beaucoup, ça peut être un vrai plaisir. Je plaisante. Donc, ces voitures en autopartage, on les réserve pour une heure, une demi-journée, une journée, avec un prix de 6 € la demi-journée, 12 € la journée. Et on peut la réserver pour tout le week-end. Il peut y avoir les aides à l'achat de véhicules à assistance électrique. Vélo à assistance électrique. Vous avez dit véhicule, vélo. Vélo, oui. Vélo assistance électrique. Il y a eu, je vois la chargée de mission vélo devant moi, si je vois bien, il y a eu... c'est en train depuis le 1er juillet. Ça, c'est valable sur tous les territoires où la région a la compétence. Donc, c'est un service qu'on développe avec des vélocistes, des vendeurs de vélos qui doivent être agréés, des vendeurs de vélos régionaux. Donc, vous ne pourrez pas commander votre vélo sur Amazon et vous n'aurez pas, si vous le commandez, vous n'aurez pas d'aide de 200 €. Il y a un service qu'on développe et qui est nouveau parce que c'est un service... on développe des services digitaux, mais on développe aussi des services pour les personnes, pour les gens, avec des gens qui répondront. Ça s'appelle le conseil en mobilité. On va en reparler tout à l'heure. Simplement, donc on a parlé transport à la demande, on a parlé autopartage, et puis on reviendra sur l'autopartage avec Jean-Baptiste Schmieder tout à l'heure. On a parlé vélo. Est-ce que vous pouvez simplement terminer en évoquant les tarifs sociaux que vous proposez également ? Alors, les tarifs sociaux, nous avons aujourd'hui plusieurs tarifs sociaux, notamment le chèque TER pour les demandeurs d'emploi.
ils ont un chèque, alors un chèque, oui, c'est un chéquier, sorte de chéquier, qui est avec donc un ensemble d'usages pour aller à des rendez-vous professionnels, enfin des rendez-vous pour aller à une formation. Enfin, ils en font ce qu'ils veulent, quand même. Donc, ces chéquiers, on a quand même la gratuité des transports scolaires. Je le rappelle, 13 millions d'euros réinjectés de pouvoir d'achat, première région à le faire en 2017. Ça a permis 13 millions d'euros de pouvoir d'achat redonnés à 85 000 familles dans la région rurale. Et ça a permis en moyenne tous les matins de faire 900 voyages solo en moins de parents qui amenaient leurs enfants à l'école en voiture. Et la gratuité des jeunes pour... alors j'en oubliais bien sûr la gratuité des jeunes depuis le premier week-end de septembre, le week-end les 15-25. Aujourd'hui, on a distribué 160 000 billets gratuits. Dans la salle, moi je dis souvent, parce qu'on n'est que des élus, donc on est des vieux, pour nos enfants et nos petits-enfants, ça peut être vous aussi. N'oubliez pas d'aller vous inscrire ou inscrivez vos enfants sur le site IEPS, prendre la carte Rémi IEPS et réserver sur certains trains, parce que des trains, ils sont parfois bondés. Si vous avez des enfants ou si vous avez moins de 25 ans, ne procrastinez pas trop. Alors, c'est compliqué pour des jeunes, et moi, j'ai des enfants. La plupart, les réservations, c'est au dernier moment. Mais voilà, c'est quand même une politique extrêmement forte aujourd'hui, qui associe l'autonomie des jeunes, qui associe le pouvoir d'achat, qui associe l'acculturation au transport public et transport collectif. Donc je pense que c'est avec un engagement d'ici la fin du mandat à ce que ce soit tout au long de l'année. Merci. Là, vous évoquez un point qui est hyper important. Effectivement, on a parlé ce matin d'accompagnement au changement. Comment il y a une rupture, il peut y avoir une rupture dans nos pratiques. Et on sait que la socialisation à des modes autres que la voiture, quand on est enfant ou étudiant, ça a un vrai impact sur nos pratiques à l'âge adulte. Donc effectivement, plus ces jeunes, je suis plutôt jeune, plus ces jeunes prendront le bus, plus on a des chances qu'ils continuent à le prendre plus tard. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, merci, on va poursuivre le panorama. Pour l'instant, on n'a pas parlé covoiturage. Noémie, gardez le micro. Est-ce que vous pouvez nous parler des offres que propose Mobicop ? Et puis faire un focus peut-être sur deux types d'offres qu'on connaît moins, l'autostop de proximité et le covoiturage solidaire. Bonjour à tous. Moi, je représente donc Mobicop. On est une coopérative dédiée aux mobilités partagées. Pourquoi on dit mobilité partagée et pas covoiturage ? Parce qu'on essaye de répondre à la question comment on fait pour que cette voiture solo, qui pour l'instant existe encore, soit partagée par le plus de monde possible et que ce soit sur des trajets domicile-travail, donc ça va être le covoiturage plutôt classique qu'on connaît, mais aussi sur des territoires plus ruraux organisés de l'autostop ou s'adresser à des personnes qui ne vont pas facilement faire du covoiturage, par exemple des personnes âgées ou des personnes empêchées, par exemple des gens qui ne savent pas très bien lire le français ou qui ne savent pas très bien utiliser des applis. Donc, comment on répond à cette question-là ? C'est avec 3 solutions. Donc, nous, on a cette question du covoiturage avec une plateforme, un accompagnement et de l'animation. Alors, plateforme, accompagnement, animation, ça va revenir à chaque fois puisque c'est ce que je prêche en continu. Un outil, c'est très bien, mais ça ne sert à rien si personne ne le connaît. Vous le savez tous, mais je le répète encore et encore. Donc, l'idée, ça va être toujours d'accompagner les territoires et les entreprises. Et ensuite d'animer pour faire connaître les dispositifs. Donc sur du covoiturage, plateforme, accompagnement, sur de l'organisation d'autostop. Donc ça, on va s'adresser plutôt à des territoires qui sont un peu plus ruraux, où on identifie moins des bassins de mobilité de domicile-travail. Donc là, on va travailler avec le territoire, avec les communautés de communes, pour identifier avec eux quels sont les points de passage et les endroits où il pourrait potentiellement y avoir de l'autostop organisé, c'est-à-dire un panneau qui va être mis en place, où on va avoir identifié que c'est sans danger pour que les personnes s'arrêtent, c'est sans danger pour que les personnes fassent du stop, première chose. Et ensuite, grâce à cette plateforme numérique, on va pouvoir créer un sentiment de communauté,
puisque vous devez rentrer votre identité, vous devez rassurer, et en tant que conducteur, on va vous fournir un petit macaron à mettre sur votre voiture. Donc vous, quand vous faites du stop sur le bord de la route, enfin sur le bord de la route sécurisé, etc., vous voyez que la personne est inscrite sur notre réseau. Et quand vous voulez prendre un autostoppeur, vous pouvez voir sur l'application que lui aussi est inscrit dans cette communauté. Donc création de sentiments de rassurance, passage à l'action, facilitation du passage à l'acte. Ça, donc, ça va s'adresser aux territoires qui sont un peu plus ruraux et sur des déplacements qui ne sont pas réguliers autant que du travail, puisqu'évidemment, personne n'a envie de faire du stop pour aller au travail. Mais par exemple, pour aller faire une course, pour aller une course, c'est pas mal. Pour aller chez le médecin aussi, ça peut fonctionner. Voilà, c'est sur des trajets courte distance et du quotidien, mais pas de façon aussi régulière que du travail. Et enfin, on fait aussi ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle Réseau solidaire. Donc, comme je vous disais, pareil, accompagnement, animation et cet outil. Donc là, on va s'adresser donc à des personnes qui sont un peu plus âgées et ou alors empêchées, qui n'ont pas accès forcément aux services numériques. Et l'idée, ça va être de créer un réseau de bénévoles du territoire qui s'engagent à mettre à disposition leur voiture et eux-mêmes en tant que conducteurs une demi-journée par semaine, par exemple, pour emmener des personnes à un rendez-vous chez le médecin, pour emmener des personnes faire 3 courses, ou 4 courses, qui va les accompagner un petit peu dans ces démarches quotidiennes. Et l'idée, ça va être d'une part de permettre donc, de réduire cette fracture numérique, puisque vous pouvez téléphoner. Enfin, la personne qui veut utiliser ce service peut téléphoner pour dire, notamment on forme des agents de mairie ou alors des agents au sein des maisons France Service, peut téléphoner en disant j'ai besoin d'un transport à tel jour, à telle date, et c'est la personne qui va faire, la démarche. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Et voilà, et aussi créer du lien social au sein des territoires. Je pense que c'était à peu près ça mon atterrissage. Merci beaucoup. Sur la question de l'autostop de proximité, qui est peut-être un petit peu plus nouveau pour beaucoup d'entre nous, je vois 2 territoires en Indre-et-Loire, la Comcom du Val d'Amboise et la Comcom Touraine-Est-Vallée, qui ont mis en place, voilà, vous pouvez lever la main, qui ont mis en place alors ce qui s'appelait avant Réseau Pouce et donc maintenant Réseau Mobicop. Donc vous pourrez aller échanger certainement avec Alizé et Amélie pour savoir comment ça marche. Alors, on va poursuivre sur la question des mobilités partagées avec Jean-Baptiste Schmieder pour Cities. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez donc nous présenter l'offre de Cities et puis surtout les avantages? Pourquoi devrions-nous tous passer à l'autopartage? Bonjour à toutes et à tous. Donc Cities, nous on est un réseau coopératif, donc on s'inscrit vraiment dans l'économie sociale et solidaire et on regroupe 15 coopératives locales sur l'ensemble du territoire, donc essentiellement des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif que certains connaissent bien ici, qui associent toutes les parties prenantes du territoire, que ce soit les usagers, on a plus de 3000 sociétaires de notre réseau, mais aussi les collectivités du territoire, les salariés et toutes les autres parties prenantes de la mobilité. Et donc on propose effectivement de l'autopartage. On a aujourd'hui un peu plus de 2300 véhicules en libre service sur 200 communes et 800 stations qui sont partagées par 90 000 utilisateurs aujourd'hui. Donc c'est quoi le principe? Effectivement, c'est des voitures accessibles à l'heure, comme ça a été dit tout à l'heure, pour 1 heure ou une journée, une demi-journée, une journée, un week-end, voire une semaine. Et l'idée, c'est effectivement de permettre de se substituer à la voiture personnelle, la première ou la deuxième voiture pour des particuliers, mais aussi se substituer ou compléter une flotte, remplacer ou compléter une flotte pour des entreprises. Donc l'idée, c'est de couvrir tous les besoins, j'allais dire, occasionnels. Donc l'intérêt collectif, c'est qu'une voiture en autopartage, ça remplace entre 5 et 10 voitures particulières. Donc c'est un gain d'espace, c'est un gain aussi financier, c'est un gain écologique puisque c'est autant de voitures qui ne sont pas construites. Il me semble que effectivement la solution, c'est pas de remplacer 40 millions de voitures thermiques par 40 millions de voitures électriques donc ça, c'est la première idée, effectivement, d'avoir une sobriété sur le nombre de biens. Le deuxième, c'est de permettre le report modal, puisque en passant de la propriété à l'usage, en fait,
j'utilise moins ma voiture en fait parce que du coup, j'ai pas les clés dans la poche et je raisonne différemment ma mobilité, notamment par rapport au coût, puisque une voiture c'est 75% ou 80% de coût fixe. Et donc, là avec l'autopartage, je vais payer le vrai coût de mon déplacement. Et du coup, je vais marcher plus. Je vais pour chaque déplacement en fait réfléchir à quel est le mode le plus pertinent. Et donc, de fait, je vais marcher plus. Je vais prendre plus le vélo, je vais prendre plus les transports en commun et je n'utiliserai finalement la voiture que quand elle est le mode le plus pertinent. Et donc, il y a les études de l'ADEME montrent que chaque utilisateur, en passant à l'autopartage, il réduit à peu près de 40% ses émissions de CO2 liées à ses déplacements. Et puis, il y a d'autres avantages. Si je marche plus et je fais plus de vélo, c'est bon pour la santé. Ça favorise aussi l'autopartage, favorise aussi le commerce de proximité, puisque si les gens ne sont pas propriétaires de leur voiture, par exemple, ils retournent faire leurs courses dans les commerces de proximité. Ils ne vont pas dans les grandes surfaces de périphérie. Donc, par exemple, ils vont retourner au marché, ils vont s'inscrire dans une AMAP, ils vont ouvrir une épicerie collaborative. Voilà tous les avantages qu'on peut avoir. Et après, pour l'individu ou l'entreprise, c'est des avantages d'abord économiques, puisque si une voiture parcourt moins de 10 000 km par an, je fais beaucoup d'économies en passant à l'autopartage, quoi. Je crois qu'un vrai intérêt aussi pour les professionnels que vous accompagnez, c'est que vous assurez vous-même la gestion et l'entretien des véhicules. Donc c'est un vrai plus, enfin un vrai moins à faire du coup pour les structures. Oui, alors notre service c'est tout compris, depuis l'assurance, l'entretien, le carburant, l'énergie est compris dans notre offre et on assure l'ensemble. Et effectivement, une entreprise qui va se débarrasser de sa flotte ou finalement aussi passer à l'autopartage, par exemple en remplacement des indemnités kilométriques, ça fait pas des notes de frais à gérer, ça fait des choses qui sont vraiment, c'est vraiment un service tout compris et effectivement ça vous décharge. On considère que pour chaque voiture gérée dans une flotte, c'est à peu près effectivement 50 jours de travail de suivi et de gestion. Donc effectivement 60 heures, pas jours de travail, mais c'est quand même un budget de suivre une flotte d'entreprise. Et puis avec notamment le développement du télétravail, on voit que les entreprises commencent à rationaliser leur flotte. Finalement, quelqu'un qui avait un véhicule de service affecté parce qu'il se déplaçait 5 jours par semaine, s'il est 3 jours en télétravail, est-ce que c'est pertinent d'avoir une voiture affectée? Donc du coup, on va mutualiser les flottes et l'autopartage, ça va être aussi une bonne solution pour ça, parce que nous, on va avoir un réseau de stations de proximité et la personne, si elle dit moi j'ai besoin d'une voiture 2 jours par semaine, elle va pouvoir éventuellement les prendre plus proches de son domicile que d'être obligée de retourner au bureau, chercher la voiture du bureau, etc. Donc plein d'avantages de finalement ce maillage et de stations de proximité. Merci. Alors, on a évoqué là depuis ce matin et puis depuis tout à l'heure tout un tas de modes vers lesquels il faut se reporter plutôt que vers la voiture solo. À noter qu'on a encore une fois pas parlé de la marche. On avait fait le même constat ce matin. La marche, on n'en parle pas et pourtant... Si, je l'ai dit. C'est vrai. Et en complément de la marche. Vous l'avez évoqué. Mais on n'a personne pour nous dire comment on fait pour marcher plus. C'est toujours le grand absent des journées sur la mobilité, la marche. Bref, on va voir maintenant comment on peut favoriser ou promouvoir ces différents modes. On a parlé un peu infrastructure, on a parlé un peu service, on a parlé un peu accompagnement au changement. Donc on va voir un peu comment pour tous ces modes on peut développer tout ça. Alors Françoise Bégou, on va parler avec vous de vélo et on va parler infrastructure. Pourquoi c'est important, nécessaire aujourd'hui de développer des infras pour permettre la pratique du vélo? Eh bien, bonjour à tous. Je pense que le fait de monter sur un vélo, c'est se mettre en danger. Et se mettre en danger, les gens qui ont déjà l'habitude de prendre le vélo, il n'y a pas de problème. Mais si on veut arriver à augmenter le nombre de cyclistes, il faut absolument arriver à avoir des aménagements qui favorisent la sécurité de cet ensemble. Surtout qu'on parlait de ce matin de développement, de déplacement, des petits déplacements, et qui dit petits déplacements dit souvent des gens qui vont chercher leur pain, qui vont chercher des enfants à l'école et qui, s'ils ne marchent pas,
ils vont monter dans leur voiture. Et s'ils montent dans leur voiture, si on veut les faire monter sur le vélo, il faut absolument que cet aménagement soit rassurant. Donc, il est très important donc d'avoir un lien très fort avec les décideurs, les aménageurs, pour justement faire comprendre la difficulté au niveau du collectif qui est, je redis, qui était très récent puisque c'est pas 2021 mais 2023. On s'est rendu compte quand même que les associations qui font partie de ce collectif sont des associations qui essayent de taper aux portes justement pour dire vous ne devez pas faire n'importe quoi quand vous faites un aménagement pour les vélos, et parce que le vélo est souvent en concurrence forcément avec la voiture, et puis pour qu'il soit pas en concurrence avec la voiture, on le met en concurrence avec le piéton. Donc quelquefois le conflit est absolument important entre vélo et piéton, alors que ça ne devrait pas exister, ça c'est sûr, on devrait vraiment être dessus. Donc les associations essayent, disons de faire bouger les choses à ce moment-là, par justement une meilleure connaissance, parce qu'ils ont une bonne connaissance du territoire et qui peuvent justement donner, disons, des trajets, parce que là aussi les trajets sont importants à comprendre, que on part d'un endroit, on va à un autre. Donc souvent, on a des associations qui peuvent travailler sur comme on le fait, je l'ai fait sur la métropole d'Orléans, travailler entre des collégiens qui vont partir, disons, de Saran pour aller au lycée à Ingré à un moment donné, comment on peut repérer le trajet qui va d'un point à l'autre, et après de sonner les responsables de nos collectivités pour dire, eh bien, est-ce que vous pouvez pas améliorer ce trajet-là? Donc, vous avez raison, Monsieur Fournier. Les élus ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce que souvent, le vélo fait que c'est contre la voiture. Quand vous faites un aménagement cyclable, par exemple, vous supprimez quelquefois des postes, des parcs des parkings, des places de stationnement, où vous allez justement réduire la chaussée et donc réduire la circulation automobile. Peut-être que vous êtes même obligé de faire un plan de circulation. Et là, c'est extraordinaire. Vous êtes aussi, vous mettez, disons, une voie à sens unique. Et ça, c'est encore un autre problème. D'où une grande difficulté pour se faire entendre à ce moment-là. Et puis, il y a aussi une sensibilité, enfin, une proximité aussi. Là, tout le monde l'a dit, que ça soit des formes différentes, on a besoin d'accompagner les gens. Et dans cet accompagnement, décidément, ça sert à rien, ça. L'accompagnement est super important, justement, pour aider, disons, aussi à prendre possession de la voie pour le cycliste, pour l'usager. Alors, ce qu'on entend là, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle alternative à mettre en œuvre. Mais un point qui est encore plus important, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qui va pouvoir porter ces différents projets. Et souvent, c'est là où ça pêche. C'est-à-dire que les citoyens ont envie, et puis on se dit, mais comment on va réussir à obtenir de la part des élus que ça bouge? Et donc on voit vraiment, vous l'avez dit, la nécessité qu'il y ait un vrai courage politique à tous les niveaux de collectivité, région, département, interco. Et on voit aussi l'importance qu'il y ait des associations, alors parfois qui sont considérés comme le petit piment, on va dire, ou le poil à gratter, mais qui sont là aussi pour que les choses bougent. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, on a parlé infrastructure, et puis je voudrais qu'on parle maintenant accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'on sait tous que c'est pas parce qu'il y a des offres alternatives que forcément il y a du report modal. C'est pas parce qu'il y a une piste cyclable devant chez vous et que vous savez faire du vélo que nécessairement vous allez vous mettre au vélo. Et donc, comment on accompagne les changements? François, je voulais vous interroger là-dessus. Que font les associations en termes de sensibilisation et d'accompagnement au changement?
Alors, il y a plusieurs infrastructures, ça c'est sûr. Disons que déjà, au niveau, par exemple, de la FUB, il y a aussi, on en a parlé ce matin, Alvéole Plus, qui justement aussi a une ligne, disons, de formation. Sur l'ensemble des, disons, des associations qui sont dans le collectif, il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle un vélo-école. C'est-à-dire que là aussi, on se retrouve à apprendre à faire du vélo. Souvent, on a fait du vélo quand on était petit. Et puis peut-être qu'on a pris le bus à un moment donné quand on était collégien. Et puis, à un moment donné, on est monté dans sa voiture. Et puis on a oublié de faire du vélo. Et puis, pour revenir à faire du vélo, eh bien, il y a donc ces vélos-écoles qui peuvent se mettre. Mais on s'aperçoit que ces vélos-écoles, ces associations qui, sur Orléans, il y a Respire qui s'en occupe. Vous avez comme interlocuteur souvent des personnes qui sont en insertion, qui ont des difficultés justement pour avoir leur véhicule personnel. Et donc, apprendre à faire du vélo, c'est important. Et aussi apprendre aussi à faire son trajet, comme je disais, s'approprier la voie, la chaussée, pour justement savoir d'aller d'un point à l'autre et repérer tout ça. Savoir quand on roule sur une chaussée, il ne faut pas longer le trottoir. Savoir qu'à tel endroit, il y a un carrefour qui est hyper dangereux. Savoir qu'il faut éviter, etc. Tout ça, c'est un apprentissage qu'il faut reprendre. Et il me semblerait quand même qu'il y a un gros effort à faire sur la région par rapport à ces associations qui peuvent accompagner sur la formation. Ça me semble évident. Donc c'est un appel. Merci beaucoup. Alors sur la question des mobilités partagées, Noémie, comment est-ce qu'on accompagne la pratique de ces modes qui font encore un peu peur, covoiturage, on connaît, autostop de proximité, je le disais, ça peut être plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et notamment au sein des entreprises ? Ok. J'étais pas sur celle-là, mais ok. Oui. Alors nous, ce qu'on propose au sein des entreprises, c'est un pack qui va être vraiment spécifique à destination des entreprises. Donc évidemment, on a au sein du dispositif covoiturage. Donc sur les entreprises, on va vraiment parler de trajet domicile-travail, évidemment. Donc, première étape d'accompagnement, c'est qu'on va aller travailler avec la personne qui va être d'accord pour se saisir du sujet. Donc souvent, il va y avoir une volonté de la direction, mais qui peut s'en saisir et y consacrer du temps au sein de l'entreprise, ça c'est important. Donc on va déjà travailler avec l'entreprise à qui souhaite être référent mobilité, et on va sensibiliser au fait qu'il faut un référent mobilité au sein de cette entreprise. Alors, en général, on essaye quand même de rassurer en disant c'est pas un temps plein qu'il faut, c'est une personne qui va savoir utiliser l'outil, qui est un petit peu intéressée par le sujet, qui va savoir se servir des stats et qui va porter un petit peu la communication et de l'animation, s'il le souhaite, au sein de l'entreprise. Donc, il y a l'identification de ce référent mobilité. Il y a ensuite donc comment je me saisis des outils, c'est-à-dire qu'il y a notamment ce forfait mobilité durable qui peut être mis en place, mais après ça veut dire qu'il faut faire remonter des preuves, etc. Donc il faut savoir l'utiliser. Je m'étais noté un truc, c'est très bien, tant mieux pour moi. Donc là, la formation de ce référent en interne. Nous, on va aussi encourager à créer des communautés au sein des entreprises ou des bassins d'emploi, pour toujours créer ce sentiment d'appartenance, pour faciliter le passage à l'action. Et ce qu'on va proposer aussi aux entreprises, ça va être un diagnostic mobilité à destination de leurs salariés, c'est-à-dire à peu près où est-ce que j'habite et où est-ce que je me rends tous les matins pour travailler. Donc ça va nous donner un potentiel covoiturage. Si vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que 20% des gens qui peuvent covoiturer dans votre entreprise, ça ne sert à rien d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. En fait, en général, on est plutôt sur du 80-90% de personnes qui peuvent potentiellement covoiturer. Donc là, comment on va plus loin? Comment on les sensibilise? En mettant en place de l'animation, des molkis de mobilité, des cafés mobilité, un grand panel d'animations qui vont permettre aux gens de se reconnaître comme étant... collègues et potentiels covoitureurs aussi. Donc ce qu'on peut retenir là, c'est effectivement, encore une fois, il y a plein de choses à faire, mais ouais. Le point clé, c'est le ou la référente mobilité au sein des entreprises. Ça ne sert à rien de bosser avec les entreprises s'il n'y a pas de référent, parce que ça ne va pas durer, ça ne va pas marcher, ça ne va pas durer. Donc que vous soyez collectivité ou employeur, réfléchissez à ça. Qui peut être mon ou ma référente mobilité? Alors,
pour changer de comportement. On a dit il faut se former, il faut se sensibiliser. On va parler maintenant de l'expérimentation avec Jean-Baptiste Schmieder. En quoi est-ce que expérimenter l'autopartage, ça permet de passer le pas ? Parce que en fait, on a tous nos habitudes et on a l'impression qu'on peut pas faire autrement. Et donc, il faut expérimenter pour effectivement se rendre compte qu'on peut faire autrement. Et effectivement, nous, on a développé notre modèle plutôt dans les grandes agglomérations où il y a des réseaux de transport en commun et des réseaux cyclables qui permettent effectivement facilement de se passer de sa voiture. Et aujourd'hui, on est en train de se déployer plutôt sur les villes moyennes et sur les territoires ruraux. Mais là aussi, il faut trouver le modèle. Donc, il faut expérimenter pour chercher le modèle. Donc ça peut être effectivement avec des employeurs qui disent moi j'ai des problèmes d'accès à ma zone d'activité, donc on expérimente par exemple avec une autre cycle de la famille Emmaüs, les ateliers du bocage, de dire finalement on va proposer des solutions mixtes entre de l'autopartage et du covoiturage, c'est-à-dire les gens vont prendre la voiture en autopartage en covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail. Pendant la journée, la voiture elle va être utilisée par les employeurs pour leur déplacement professionnel. Les salariés vont la reprendre le soir en covoiturage et le soir et le week-end, elle sera disponible en autopartage pour les habitants de la zone. Donc voilà, c'est ce type de solution qui nécessite d'être expérimenté parce que il faut qu'il y ait des employeurs qui jouent le jeu, il faut qu'il y ait des salariés qui jouent le jeu, il faut qu'il y ait des partenaires ou des collectivités. Mais il y a des tas d'expérimentations possibles parce qu'on est sur des territoires où il n'y a pas forcément la densité. Et comme on dit, on revient à l'idée du bouquet de mobilité. On ne sait pas a priori si ça va marcher, mais des fois, ça va être des mix de solutions. Où est-ce qu'on met la voiture en autopartage dans un territoire pas dense si j'habite à 5 km de la voiture, je vais pas. Le but du jeu, c'est pas que je prenne une voiture pour aller chercher une voiture. Donc, est-ce que je vais le coupler avec un système de location de vélo assistance électrique, par exemple, pour pouvoir me permettre d'accéder à la voiture ou ce genre de choses. Donc on a expérimenté avec Mobicup, on avait aussi sur des territoires expérimenté des fois effectivement du covoiturage, du transport solidaire, de l'autopartage. Donc il y a des tas de choses qu'on peut faire, du TAD. Mais il faut proposer ce bouquet de services et il faut que ce soit adapté et porté par le territoire. Parce que nous, il y a des communes de 2000 habitants où l'autopartage il marche bien, puis il y en a où ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la dynamique locale et territoriale. Donc il faut adapter. Je voulais aussi que vous évoquiez les bons exemples, les bons retours, notamment de la ville de Dijon, d'Arte, vous disiez, qui sont très intéressants parce qu'ils n'y croyaient pas au départ. Oui, alors ça c'est le vrai par rapport à la problématique des flottes professionnelles. Ça c'est clair que c'est un excellent moyen de démarrer l'autopartage. Et donc la ville de Dijon par exemple, ça a permis en fait ils avaient une flotte d'une centaine de voitures pour un service. Ils ont déménagé dans un local où il y avait plus de possibilité de parking. Ils ont dit tant pis, du coup on va proposer l'autopartage et l'accès aux véhicules. Et en fait aujourd'hui ils sont passés de 100 voitures qu'ils avaient en flotte à une quinzaine de voitures en autopartage. Et en fait ça marche. Et bon alors pas de l'autopartage tout seul, ils ont mis à disposition des cartes de transport en commun, ils ont mis à disposition des vélos électriques en libre service, mais en fait ça fonctionne. Mais en fait dans leurs habitudes, ils pensaient pas qu'ils pouvaient faire autrement. Et petit à petit, on se rend compte que effectivement, en changeant ses habitudes, et du coup, de fait, la mise en place de l'autopartage, ça a vraiment généré des économies pour la collectivité et ça nous a permis de démarrer le service. En Savoie, on a démarré avec une association qui fait de la tutelle. Elle nous est pareil, donc c'est des assistantes sociales qui vont se promener sur le territoire. Ils avaient une flotte de véhicules, ils ont réduit leur flotte de véhicules, ils en ont mis une partie en autopartage, ils en ont ouvert une partie aux habitants et ça fonctionne. Ils font des économies et ils offrent un service complémentaire à la fois plus pratique pour leurs salariés et pour les habitants du territoire. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de différents leviers d'accompagnement au changement pour aider à passer le pas. Monsieur Fourny, je me tourne vers vous. Vous évoquiez tout à l'heure cette question du conseil en mobilité. Alors, on va récupérer le micro, Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous mettez en place dans les territoires ? Oui, alors juste, vous savez que je suis bavard, donc peut-être une réaction par rapport à ce que j'ai entendu. Oui, il faut travailler avec le monde associatif, mais pas uniquement, alors c'est pas provocateur ce que je veux vous dire, mais un peu quand même, pas uniquement des usagers. Parce que les usagers,
globalement, les usagers souvent parlent aux usagers. Mais on a tout un ensemble aujourd'hui d'associations, notamment des associations Génération Mouvement, les anciens aînés ruraux, qui sont extrêmement implantés sur les territoires. Et par exemple, si on veut que l'autopartage fonctionne sur les territoires extrêmement ruraux, il faut qu'on fasse des demi-journées d'information et même de démonstration. Parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Donc, il faut travailler avec l'ensemble du tissu associatif aujourd'hui qui porte aujourd'hui la vie de nos territoires. Alors, ça n'a rien à voir avec le conseil à mobilité. Nous, on a développé des offres numériques qui sont plus brillantes les unes que les autres, mais on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble de personnes qui n'utilisent pas ces offres numériques et qui ont besoin d'avoir une personne devant eux pour leur expliquer, pour les rendre autonomes, pour et nous aussi pour vendre des titres de transport quand même à la fin. Mais c'est pas le sujet. On développe le conseil en mobilité. Conseil en mobilité, alors il existe sur certains territoires et on le développe, mais à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est pour ceux qui regardent un peu les marchés de la région, il est en train d'être passé, c'est un marché de formation, c'est-à-dire qu'on va, à travers la région, proposer à tous les intervenants auprès du public, secrétaire de mairie, conseiller en insertion pro des associations, agents Pôle emploi, agents, tout France Service. Les seuls qui seront obligés de se former, c'est les agents des guichets SNCF, puisque on a, dans le cadre de la convention SNCF, on a gardé l'ensemble des guichets. Je pense qu'on doit être la seule région à avoir gardé l'ensemble des guichets, mais avec une contrepartie de formation, d'évolution du métier pour les agents des guichets SNCF, c'est-à-dire le conseil à mobilité. Donc il y a un marché qui est en train d'être passé. On formera les personnes qui le souhaitent. Alors au premier niveau de conseil à mobilité, c'est-à-dire qu'ils puissent répondre à des demandes ponctuelles sur comment je peux avoir quel est le moyen d'aller d'un point A à un point B en utilisant le train, le vélo, le car, etc., le bus urbain. Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis après, il y a le deuxième niveau, ce sont les experts qui sont basés dans les associations de mobilité sociale et solidaire. Les conseillers en mobilité, eux, ils reçoivent sur prescription des travailleurs sociaux, notamment, l'ensemble des travailleurs sociaux, qui envoient des personnes qui sont peu ou pas autonomes en termes de mobilité, qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir un suivi qui dure parfois plusieurs semaines pour rendre les gens autonomes. Donc voilà, c'est un service aujourd'hui qu'on développe sur les territoires de la région, qu'on va développer dans les mois et années à venir, et pour répondre à ce besoin de proximité et de professionnalisme et d'expliquer la mobilité. Parce que quand même, on l'a tous dit, vous l'avez dit, aujourd'hui, il existe beaucoup de services essaient de se déployer, qu'ils soient privés à but non lucratif, privés à but lucratif, publics, essaient de se déployer. C'est un vrai marché quand même, on va se le dire. Quand même, c'est un vrai marché et un vrai besoin au niveau de la mobilité. Mais ce qui manque, c'est l'information, la communication. Et donc aujourd'hui on a besoin, et l'explication, on a besoin on ait cette information-là, et nous, élus, on a besoin aussi que ce soit partagé avec associations, habitants, etc. Parce que on a beau avoir les meilleurs services du monde, il existe plein de services, ça a été dit, souvent ils fonctionnent pas du tout. Les résultats sont très faibles, souvent pour le coût engagé. Donc on a besoin de plus en plus d'informer, de permettre aux associations de nous donner leur avis, mais les associations, pas celles qui vendent le service, parce que ça,
on les reçoit. Hein. Alors, les communautés de communes aujourd'hui qui ont laissé la compétence doivent passer par la région pour développer des services. Je le dis quand même pour celles qui seraient tentées. N'oubliez jamais de vérifier quand vous allez voir une communauté de communes si elle a pris la compétence ou pas. Parce que si elle a pas pris la compétence, il vaut mieux que vous soyez reçu par la communauté de communes et la région. Mais pour en revenir, on a besoin aujourd'hui que les habitants, individuellement et collectivement, participent globalement aux décisions. Donc, normalement, à terme, n'importe quel habitant, y compris ceux ne maîtrisant pas les médias ou l'utilisation d'Internet, peuvent aura un s'informer service en local. Alors, on parle depuis tout à l'heure de la notion de bouquet d'offres. On a bien compris, c'est une multiplicité d'offres, sauf que parfois, il faut réussir à les combiner, ces offres. Sur un même trajet, parfois, il faut se déplacer en bus, puis en train, ou en car, puis en TER, que sais-je. C'est l'intermodalité. Comment on fait de l'intermodalité et comment les offres que mes différents intervenants évoquent peuvent se combiner entre elles. Jean-Baptiste, en quoi l'autopartage, c'est un bloc essentiel quand on parle d'intermodalité? Donc vraiment l'autopartage, c'est vraiment la voiture en complément des autres modes, hein. Donc on a parlé de la marche du vélo, mais vraiment c'est un des aspects, c'est la complémentarité avec le train. Si on veut aller vers la neutralité carbone ou réduire fortement nos émissions, se pose souvent la question, il y a une infrastructure de train qui passe, mais je vais pas forcément de gare à gare, hein. Je pars d'un endroit, je me rends à la gare et j'arrive à un endroit et je dois aller à mon point de destination. Donc l'autopartage, c'est une solution, notamment pour la solution des derniers kilomètres, hein, et dire finalement, je me rends dans un endroit qui est à 10 km d'une gare, hein, plutôt que, donc si j'ai pas de solution, je vais faire tout mon trajet en voiture. Si j'ai une voiture en autopartage à la gare, je vais plutôt prendre le train, comme ça je pourrais travailler, me reposer, préparer mon intervention, préparer mon rendez-vous, et puis je pourrais faire juste les derniers kilomètres en rabattement. Et donc là, j'ai vraiment un impact financier, je gagne de l'argent, mais je gagne également en confort, en sécurité. Donc pour les employeurs, par exemple, une bonne partie des accidents du travail, c'est aujourd'hui des accidents liés à des problèmes de circulation. Donc si j'arrive à combiner les déplacements professionnels avec de l'intermodalité, donc nous aujourd'hui on est présent dans une centaine de gares, on espère que ça va se développer parce que c'est vraiment une solution très efficace, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Ce que vous évoquiez aussi quand on a préparé cette intervention, c'est que l'autopartage, ça peut être un super plan en complément avec le covoiturage. Souvent, on n'ose pas faire du covoiturage quand on travaille dans une entreprise parce qu'on se dit oui, mais s'il faut que j'aille chercher les enfants en urgence ou voilà, donc finalement, je vais garder ma voiture. Et si dans l'entreprise, il y a des voitures en autopartage, ça peut être le plan B qui va réassurer la pratique du covoiturage. Quand on parle intermodalité, il y a évidemment la grande question du vélo et des transports en commun, car ou TER. Françoise, est-ce que vous pouvez nous évoquer ces difficultés peut-être ? Eh bien, ça a été un sujet avec Monsieur Fournier, puisque c'est un gros problème. Il y a de plus en plus de vélos. Voilà, malheureusement pour la capacité des wagons de TER et co. Donc c'est un gros problème. Vous parlez plutôt de trottinettes électriques ou de vélos pliants pour justement résoudre un petit peu les problèmes, de pouvoir faire ce chemin pour aller donc à la gare et puis pour en sortir. Donc, on a bien, au niveau du collectif, nous avons bien entendu aussi une de vos demandes, c'est de savoir si les gares de la région centre étaient quand même des gares, on va dire cyclables, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques qui étaient quand même intéressantes. Donc actuellement, je voulais vous faire ça en primeur aujourd'hui. Donc les associations du collectif sont en train de travailler sur les 300 gares de la région centre, pour justement savoir si on peut y accéder facilement à vélo, si on peut monter son vélo facilement par l'escalier, par la goulotte, par l'ascenseur, si on peut avoir son vélo bien sécurisé dans un parc, si on peut trouver le parc.
Alors, il y a des choses extraordinaires, vous savez, dans les gares. Donc, tout ça, on est en train d'y travailler. Peut-être que la solution, c'est pas de prendre son vélo dans un train, hein, comme on en avait dit. C'était aussi peut-être faire un vélo partage. Donc justement pour aller à la gare, pour le laisser, pour en sortir, enfin voilà. Donc tout ça, ce sont aussi des solutions à mettre en place. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple parce que il faut bien connaître les territoires aussi, il faut trouver les répondants de chaque côté, etc. Et puis moi je dirais que en plus du train, il y a aussi les cars. Et pour les cars, c'est un gros problème. J'ai cru comprendre pour les cyclistes qui empruntaient les cars, il y a un parcours de combattant pour les réservations. Il y a un parcours de combattant pour trouver le chauffeur, disons, qui sera assez performant pour attacher votre vélo. Il y a, c'est vous-même qui me l'avez dit, hein. Donc voilà. Attendez. Oui, c'est donc. Oui, voilà, voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment moi pour moi personnellement, hein, je dois reconnaître, c'est plus le problème d'information. Trouver la bonne information quand vous voulez combiner disons, plusieurs transports. Alors, je vous dis pas de la Loire à vélo, parce que là, c'est quelquefois des émeutes sur les quais, c'est ça? Voilà. Donc, l'intermodalité, c'est un gros travail pour le vélo avec les autres transports. Donc, vélo plus train. On a bien entendu, l'idée, c'est pas que tout le monde monte avec son vélo dans le train, on ne s'en sortira pas. Mais il y a un gros travail qui est engagé, notamment sur la région, hein, de développement de stationnement sécurisé et abrité dans les gares. Donc ça, c'est vraiment en in progress. Et sur la question des cars, je vais vous laisser réagir. Alors, juste, donc il y a 70 gares qui sont en train d'être équipées d'abris vélo sécurisés qui combinera l'abonnement Rémi, etc. Sur les cars, alors l'exemple personnel, puisque moi j'essaie tout ce qui se... Donc je pense que le chauffeur avait extrêmement été tendu de voir mon vélo assistance électrique, de le mettre derrière le rack vélo, mais après l'usage va se développer. Donc on a deux systèmes qu'on développe sur nos lignes régulières. Parce qu'il faut savoir qu'en 2028, l'ensemble de nos lignes régulières, il y aura des cars à propulsion non diesel, propulsion propre, et avec, pour l'essentiel des lignes, de la multimodalité avec des racks vélos ou des remorques vélos. Il y a deux systèmes, soit des racks vélos derrière où les gens ils accrochent le vélo avec un tendeur, etc. Mais c'est comme l'autopartage, il faut montrer comment on le fait. C'est toujours la démonstration. Je crois que l'important, c'est ça. Et puis après, vous savez qu'il y a la navette des châteaux qui part à partir de Blois et qui a un système un peu différent avec une remorque vélo là, il y a quelqu'un qui met les vélos dans la remorque et puis c'est un peu plus lourd, hein, mais c'est essentiellement pour de l'usage touristique avec des vélos qui sont parfois qui ont plus de valeur, enfin nos vélos quotidiens aussi, hein, mais plus de valeur que les vélos d'usage quotidien. Donc là, il peut y avoir des vélos cargo, etc. Après, il y a l'import dans les trains. Il y a l'import dans les trains, il se développe, mais il n'est jamais assez, mais ça on le sait. Et aujourd'hui, on progresse, mais il y a aussi, et vous l'avez très bien dit, il y a l'accessibilité. Parce que s'il n'y a pas d'accessibilité, du matériel et des gares, des quais, etc., ça ne sert à rien. Donc, il y a ce besoin d'accessibilité. Nous, on a développé depuis cette année la réservation. Alors, 1 €, c'est juste pour dire qu'il y a une réservation pour l'usage du vélo, parce qu'on a vu la montée, notamment en période touristique. Alors, période touristique dans la région, c'est d'avril à octobre. Hein, donc, vous voyez, et voire un peu plus maintenant. On a développé une réservation vélo pour fluidifier, parce que l'année d'avant, on avait été obligé de faire appel à la police ferroviaire
pour calmer les usagers qui, notamment sur 2 gares, Blois-Onzain et Austerlitz, qui ont eu quelques mots pour entrer dans les trains. Et surtout, c'était des familles qui se battaient entre elles, quand même. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de fluidifier l'usage. Mais nous, on n'est pas là pour dire il en faut moins, hein. Il en faut plus d'intermodalité. Après, il faut développer des usages alternatifs. Ça a été dit, pas forcément amener son vélo, mettre son vélo dans un abri sécurisé, en avoir un autre sur un système d'autopartage dans une autre gare, etc. Parce que c'est sûr que on commence parfois à être submergé. Merci. On va prendre je vais vous poser une toute dernière question, parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas tellement distingué les types de territoires. On a parlé globalement territoire sans distinguer urbain et rural. Or, on sait qu'en rural, les contraintes ne sont pas les mêmes et les solutions apportées ne sont pas les mêmes. Alors, on l'a entendu aussi, la région est globalement AOM locale pour la majorité des collectivités. On a entendu de quelle manière vous travaillez avec elles. Vous proposez une offre socle de TAD et d'autopartage. Donc il y a évidemment la question de quid des collectivités qui ont fait le choix de prendre la compétence. Et ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce que la région propose comme dispositif de financement pour toutes les collectivités finalement qui veulent agir sur la mobilité? Déjà, on est compétent pour les liaisons cars interurbaines scolaires, parce que c'est quand même un vrai sujet. C'est tous les matins 110 000 enfants qui sont transportés et le ferroviaire. Et que ce soit en urbain ou en rural, on a la même politique, on a une politique équilibrée, seule région à ne pas avoir fermé de ligne de desserte fine du territoire et à dépenser aujourd'hui plus de 160 millions d'euros pour les régénérer. Donc il y a ça, et après on peut intervenir en termes de financement au niveau des infrastructures, notamment les infrastructures de mobilité douce auprès des territoires. Mais je crois que que ce soit d'un territoire métropolitain, que ce soit un territoire aggloméré ou un territoire qui a pris la compétence ou sur nos territoires. Mais je le dis quand même, moi je suis aussi un élu local, quand une collectivité prend la compétence, elle doit l'assumer. C'est quand même très clairement trop facile, autrement ça serait trop facile de prendre la compétence et de dire c'est aux autres à nous financer. Quand même, je pense qu'au niveau des déchets, il n'y a pas de difficulté. Au niveau de l'eau et l'assainissement, aujourd'hui, il n'y a pas. Il peut y avoir des aides ponctuelles, mais en termes de services, nous, on est compétents sur nos territoires. C'est comme si on disait aux autres, non, mais on est compétents, mais c'est à vous de payer. Donc non, on assume. Il faut assumer. Il faut aller au bout des choses. Et puis, voilà. Mais ça veut dire, et je vous le dis, qu'on a un sujet, moi je peux le dire parce que je suis un élu, on est toujours en train de se plaindre et c'est normal. Il y a un sujet financier quand même, je vous le dis, en termes sur les mobilités. On l'a évoqué ce matin. C'est un sujet financier. Quoi qu'il en soit, on peut dire que ça coûtera moins cher certains services, mais on le paiera en d'autres fins par la fiscalité. Alors il faut une fiscalité plus juste, etc. Ça, voilà, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, les services aujourd'hui de transport coûtent le plus cher. On est en préparation budgétaire à la région. Le budget des transports, c'est 49% du budget de la région. Voilà, c'est... mais en plus, nous, on a tous de nouvelles politiques à développer, à mobiliser, etc., à évaluer, à expérimenter, parce que je suis aussi très sensible et on expérimente beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire qu'on dépensera collectivement pas moins que ce que l'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on a du temps pour prendre des questions à nos 4 intervenants. Oui.
Monsieur Fournier a évoqué tout à l'heure, avec la mise en place des nouveaux services de mobilité que vous avez décrits dans les territoires, on va dire, en projet. Vous avez évoqué aussi l'évaluation des services, oui. Et la notion de courage qu'il fallait. On se rend compte dans les territoires ruraux, quand il y a des services, même si ces services répondent à un besoin, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, ils ne sont pas forcément utilisés parce que, en fait, ils ne sont pas connus. Comment vous évaluez ça ? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a il faut informer, pas mieux informer, parce qu'on n'informe pas du tout, globalement, ou très peu, je l'ai dit à la fin. Informer, communiquer et faire participer, c'est-à-dire les services, il faut les montrer. L'exemple de l'autopartage, je dis toujours aux élus, l'autopartage, si vous voulez que ça fonctionne, c'est pas intuitif. La première fois, une personne, elle dira, mais je sais pas comment faire. Si on lui montre comment faire, je pense qu'elle pourra le faire. Après, il y a l'évaluation des politiques publiques. Je vais vous prendre un exemple qui est tout récent. Sur le bassin d'emploi d'Aubigny-sur-Ner. Au moins, bassin d'emploi d'Aubigny-sur-Ner avec les entreprises. Parce qu'il y a des besoins de recrutement, c'est un gros bassin industriel, avec les entreprises, avec la communauté de communes, avec l'opérateur de transport. On a développé des navettes en prenant la provenance de tous les salariés. Ça a été un lourd travail. Donc, il y a des navettes qui partaient de Bourges, de Gien, de Vierzon à 4 heures du matin pour aller à telle entreprise, etc., etc. Le résultat, il est nul. Enfin, nul. Mitigé. Allez. Mitigé. Ça nous a coûté, on va se le dire, pour une année de 250 000 à 300 000 euros. On a fait le bilan. On ne va pas continuer comme ça. On a dit aux entreprises, vous voulez en payer la moitié. On espérait qu'elles diraient non, parce que nous, même la moitié, c'était compliqué. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a une entreprise, elle avait fait du 4x3, mais c'est pas rigolant. Vous venez chez nous, on vous recrute et vous avez les lignes Rémi, donc on arrête, mais on travaille sur une offre de covoiturage. On ne leur dit pas, bon, ça suffit, vous n'y arriverez jamais. Aujourd'hui, on va travailler sur une offre de covoiturage organisée pour le territoire qui sera peut-être plus adaptée parce qu'on s'aperçoit, en interrogeant les salariés, qui s'organisent entre eux sur... Il y a certains salariés, même qu'on connaît personnellement, et qui nous disent « Non, mais ton truc, c'est bien gentil, mais je ne vais pas prendre le car à 4 heures du matin, je pars avec 2 copains, et puis on va bosser. » Donc voilà, c'est l'exemple. C'est pour ça qu'on fait de l'expérimentation. Sur les offres d'autopartage, on a pris 6 territoires extrêmement différents. On a pris des territoires en bout de région, des territoires où il y a une offre de transport collectif, notamment le train, d'autres pas du tout. Une communauté de communes à Argenton-sur-Creuse qui a fait le choix de mettre les 2 voitures sur la place de la gare pour aller, les gens pour aller, alors qu'on leur disait vous êtes sûrs, on verra si ça fonctionne. On pourra les mettre ailleurs au bout d'un an. J'ai pas de. On a pris 6 territoires qui sont différents, territoires ruraux, et puis on va regarder, on va étudier, on va analyser pour après le déploiement sur les autres territoires. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, il y avait d'autres questions dans la salle, mais on n'a pas le temps. Donc, non, je ne dis pas que vous avez été bavard, hein, non. Les questions vous seront posées individuellement. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4. J'espère que ça vous aura intéressé, enrichi, surtout donné des idées pour qu'on se déplace tous différemment. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous laisse regagner votre place.